Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce webinaire. Je nous laisse une minute pour laisser les gens entrer dans la salle et on va pouvoir commencer ce webinaire dédié au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur les rendez-vous de l'International by Globalliance, notre rendez-vous mensuel auquel beaucoup d'entre vous êtes habitués. J'ai plaisir aujourd'hui à accueillir nos intervenants Jean-Pierre Labrie, Marie-Catherine Mollet et Maëlle Mbaye qui se présenteront ultérieurement. La thématique d'aujourd'hui: après les tensions et le cessez-le-feu, quelles seront les nouvelles dynamiques économiques au Moyen-Orient? Un sujet d'actualité. Je vous donne juste quelques informations concernant le format du webinaire d'aujourd'hui. C'est un webinaire d'1 heure. Vous disposerez aussi d'un moment de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions sur le chat que vous avez sur la plateforme. Ce webinaire est bien sûr enregistré et donc les participants recevront le replay. Sans plus attendre, je remercie effectivement encore nos intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui et je vais vous présenter en une minute pour les gens qui ne connaîtraient pas Globalliance. Globalliance est un réseau d'experts pays qui a été créé en 2015 et qui aujourd'hui regroupe qui regroupe 12 sociétés adhérentes avec plus de 750 personnes dans le monde, avec une moyenne d'expérience de 25 ans par pays et des noms que vous connaissez peut-être sur les logos à l'écran. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises à l'international sur tout le process d'internationalisation, que ce soit sur la partie export que la partie aussi sous-traitance, optimisation de la supply chain ou sourcing. Nous sommes aujourd'hui donc en présence de Jean-Pierre Labrie, à qui je vais donner la parole tout de suite. Ne perdons pas de temps, rentrons dans le vif du sujet ce matin. Jean-Pierre, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Ouais, je vais prendre le contrôle de la presse, si tu veux bien. Je suis là, c'est OK. J'arrive pas. Si tu peux faire défiler les slides OK, pour moi, ce sera bien pas de parce que souci, voilà, j'ai dis-moi. un petit souci. Voilà, merci beaucoup. Bah, écoutez, ravi de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique. Moi, je suis arrivé à Dubaï en 96, donc ça fait presque 30 ans. Et effectivement, on a trouvé bien de faire un point sur l'actualité et puis sur l'après, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et je suis vraiment ravi d'avoir à mes côtés Marie-Catherine et puis Maëlle également sur la partie BPI France pour pouvoir aussi nous donner leur éclairage. Euh, Notre société, elle est partenaire solution de la Team France Export, hein, et puis on est habilité, accrédité par BPI France. Et le but pour nous, c'est d'aider les sociétés à s'implanter sur la région avec trois présences physiques: Dubaï, Riyad et puis Le Caire. Donc c'est bien parce que on a pu voir comme ça vraiment en présentiel comment ça se passait pour nous qui sommes sur le terrain. Peut-être rappeler le Moyen-Orient, les pays du Golfe. Les pays du Golfe, c'est 62 millions d'habitants. Donc, on a à peu près 75% des habitants qui sont entre l'Arabie et les Émirats, hein. Donc, 56% sur l'Arabie et puis 19% sur les Émirats. Le reste, c'est plutôt des petits pays. On a à côté de ça une zone Proche-Orient, avec l'Égypte aussi, qui est souvent gérée depuis les pays du Golfe avec 120 millions d'habitants. Et puis on a potentiellement aussi une ouverture avec l'Iran. Vous savez qu'entre 2015 et 2018, le business était ouvert, le marché était ouvert, et là on a un marché de 88 millions d'habitants. Euh, sur
la disparité, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étrangers, donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce qu'effectivement quand on est en Arabie Saoudite, on a 45% d'étrangers, quand on est au Qatar ou quand on est aux Émirats, on a presque 90% d'étrangers, donc les dynamiques sont quand même totalement différentes. Euh, Nous, en tout cas, ce qu'on a constaté, et peut-être ce qui nous a assez surpris les uns et les autres qui sommes en local, c'est parfois des désinformations qui peuvent avoir lieu avec ce que vous pouvez voir sur les chaînes de télévision d'actualité. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est de faire attention à se dire qui parle, pourquoi, où est-ce que cette personne se place. Et le mieux, c'est encore de poser vos questions à des personnes comme Marie-Catherine, comme Maëlle ou comme moi qui sommes sur le terrain parce qu'effectivement, c'est compliqué de se faire une idée de ce qui se passe réellement. Euh, En tout cas, si on avait à rapidement expliquer ce qui s'est passé, c'est que les frappes étaient réellement concentrées sur Téhéran et puis sur le Liban. Et sur les pays du Golfe, c'était très ciblé. On a même eu des excuses de la présidence iranienne envers les pays du Golfe, qui a expliqué que si effectivement il y avait un ciblage qui était fait, c'était aussi parce qu'il y avait des bases militaires qui étaient là. Et donc, les pays du Golfe ont plutôt eu une réaction défensive. Et quand on regarde en local le ressenti de la population, elle trouve qu'il y a eu une très bonne gestion de la crise par les gouvernements. Il y a eu une prise totale des dépenses des visiteurs aux Émirats. Il faut savoir qu'il y a eu une problématique de touristes, puisque le hub de Dubaï, il y a beaucoup de transit. Et donc, il y avait pas mal de visiteurs qui étaient bloqués. Donc, le gouvernement a payé les dépenses. Et puis ensuite, ils ont évacué toutes ces personnes-là. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on avait un pétrole qui était beaucoup plus cher. Et puis, on a une bonne coopération militaire de la France, et ça a été salué par les Émirats, puisqu'on a eu un support. Vous savez qu'on a un contrat de coopération militaire avec les Émirats qui a vraiment été respecté, puisqu'on a aidé effectivement dans la défense, puisqu'il n'y a pas eu d'offensive. Sur la partie comment, d'essai, il faut voir que là où vraiment où on a eu les frappes, c'est l'Iran et le Liban. Les Émirats, malheureusement, on déplore 12 décès. En Arabie 2, sur tous les pays du Golfe, on parle de 25 décès. Et vous voyez effectivement le split entre Israël et les États-Unis sur les attaques qui ont été ciblées en Iran, puisque Israël était plutôt du côté de Téhéran, et puis les États-Unis étaient plutôt du côté du détroit d'Ormuz. Donc voilà, donc l'impact était quand même relativement limité en termes de décès. Et ce qu'on a vu surtout, c'est qu'il y a eu une très bonne défensive. Enfin, on parle souvent du bouclier au niveau de la défense sur Tel Aviv. Eh bien, on a eu exactement la même chose sur les Émirats, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de menaces, de drones. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y avait vraiment une sécurité qui a été et une capacité de défense qui était quand même très, très importante. Et ça a été quand même vraiment salué par la population locale. Céline, si tu peux passer au slide suivant. Oui, je suis sur l'autre slide. Elle ne s'affiche pas. Donc l'implication, ouais, c'est juste avant. Euh, donc l'implication au niveau comment, du militaire et puis même au niveau de la défense, enfin ce qu'on voit en tout cas, c'est euh, une risque à court terme, une volatilité des prix de l'énergie. Donc ça, on l'a vu. Perturbations logistiques, ça, je pense que pas mal de sociétés ont aussi subi des problématiques logistiques. Et puis ensuite, les perspectives, c'est des investissements massifs, c'est le slide d'après. Des investissements massifs sur le public, on va en reparler au niveau de la vision 2030, et puis une accélération de la diversification, puisque l'objectif, c'est effectivement de dépendre moins du pétrole et de plus aller sur le secteur privé.
C'est le slide d'après, c'est des économies qui sont très peu endettées publiquement. Ici, vous avez un descriptif du guide COFAS 2025 qui explique, vous voyez, que la dette publique en 2025, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, elle est de 30%, pour les Émirats de 31%, pour le Qatar de 40%. Alors, c'est vrai que si on compare par rapport à la France, qui est plutôt autour de 117%, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse capacité financière au niveau des pays du Golfe pour pouvoir rebondir. Si le slide d'après, on regarde au niveau des fonds souverains, des fonds mondiaux, on voit qu'un tiers des fonds mondiaux proviennent des pays du Golfe. Vous avez ici quelques exemples de fonds souverains, comme par exemple le Public Investment Fund en Arabie Saoudite, qui sont des fonds qui sont très importants et qui viennent contribuer au dynamisme de la vision 2030 qui a été mise en place par tous les pays. Donc, quand on nous dit voilà, comment ça va se passer par la suite, est-ce qu'il va vraiment y avoir une capacité à rebondir? Financièrement, en tout cas, oui, la capacité est là. Ce qu'on voit ensuite, le slide d'après, c'est qu'on a une population qui est jeune, hein, puisque la plupart, plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Et donc, il faut continuer ce dynamisme. Le slide d'après montre que ces économies sont aussi très tournées sur ce qu'on appelle le BRICS, donc le Brésil, Russie, Inde, Chine. Et donc, il y a un axe qui est aussi différent de celui qu'on peut avoir avec l'Europe ou avec les États-Unis. Et on le voit, par exemple, dans le cessez-le-feu, puisque le Pakistan a été le pays qui a aidé au niveau des accords, de la négociation. Et puis tous ces pays sont aussi des pays riches en minerais, en production en métaux. C'est le slide d'après, où vous voyez qu'effectivement tous ces pays ont une économie qui est quand même assez importante. Ce qu'on voit aussi sur le slide d'après, c'est que on a depuis quelques années un recentrage de l'économie mondiale qui va vers l'Asie, hein. On s'est déplacé de l'Europe et on va vers l'Asie aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec des marchés comme la Chine. Donc on voit bien que au niveau économique, il y a toute une tendance qui montre que cette partie Moyen-Orient-Asie, elle est dynamique. L'autre point aussi que je voulais mentionner, c'était sur la production de pétrole. Alors, on a beaucoup entendu parler du pétrole qui était vraiment bloqué. Alors, il faut savoir que pour schématiser à peu près, la capacité de production de pétrole par jour, c'est à peu près 100 millions de barils. Les pays du Golfe, si on prend en plus avec l'Iran, est à peu près à 26 millions de barils, hein. Au 1er mars, ils étaient à peu près à 26 millions. Et au 26 mars, ils sont passés à 15 millions. C'est-à-dire qu'on a à peu près une baisse de 9 millions de barils pour cette zone-là, ce qui veut dire qu'on a à peu près 9% d'impact par rapport à la production globale. Donc, foncièrement, c'est pas beaucoup, c'est pas la majorité. Et quand on regarde par pays, on voit que par exemple l'Arabie, qui avait une capacité d'à peu près 10 millions de barils, est passée en gros à peu près à 8. Donc, on voit bien que suivant les économies, il y a des économies qui ont été plus touchées que d'autres. Si on prend par exemple le Qatar à moins 64%, ou le Bahreïn, qui sont relativement enclavés et qui dépendent beaucoup du détroit d'Ormuz. En revanche, pour le slide d'après, pour les autres pays, comme par exemple pour l'Arabie Saoudite, eh bien, on voit que via le canal de Suez, on a quand même des oléoducs qui permettent de passer de l'autre côté. Et puis pour les Émirats, on a Fujairah qui est plutôt du côté Oman et qui permet aussi d'évacuer le pétrole. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que ces économies-là ont peut-être produit moins de pétrole, mais d'un autre côté, on est passé d'un prix de baril de 60 dollars à presque le double. Donc, automatiquement, on a eu des recettes quand même, quoi qu'il arrive, avec un impact financier qui n'était pas négligeable. Alors, ce qui est sûr, ce qu'on voit pour les économies des pays du Golfe, c'est qu'elles doivent remettre en question leurs investissements et peut-être réajuster la vision. Et c'est là-dessus que je voudrais aller après. Mais déjà sur ce slide-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait déjà une dynamique qui était faite d'investissement à l'étranger.
On a par exemple 1400 milliards qui sont prévus les États-Unis sur les 10 prochaines années. On avait 50 milliards de prévus, par exemple en France, sur l'intelligence artificielle. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aura un réajustement de ces investissements à l'étranger qui, nous, peuvent impacter nos économies? En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les pays du Golfe ont dit pour l'instant, non, on ne va pas changer notre dynamique, on a prévu ces investissements-là, et pour nous, c'est important. Mais on se rend bien compte qu'en fonction des besoins qu'il y aura en local, c'est des leviers qui peuvent être pris. La deuxième chose, c'est les alternatives aux États-Unis, puisqu'on a effectivement BRICS et effectivement, ces pays du Golfe peuvent se tourner aussi vers d'autres pays. Et là, au niveau de la France, on a aussi sûrement un rôle à jouer, puisque dans cette crise, on a quand même montré on était aussi capable d'aller supporter, d'aller aider les pays. L'autre chose, c'est que au niveau logistique, l'Arabie Saoudite comme les Émirats vont revoir leur stratégie. Et là, je vous donnerai un peu une idée de ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, par exemple, en plein conflit. Il faudra donc reconsidérer les aspects logistiques supply chain, peut-être moins dépendre du détroit d'Ormuz, continuer à réduire la dépendance des hydrocarbures. Alors ça, au niveau des pays du Golfe, les Émirats, bien sûr, sont vraiment à la pointe, puisque le pétrole, c'est 20% de l'économie seulement, du PIB. Et puis, peut-être aussi se défendre mieux face à des agressions externes. Et puis ensuite, il y a cette thématique alimentaire, parce que effectivement, on a eu la crise Covid, qui avait déjà montré que 80-85% des produits étaient importés. Et là aussi, il y aura effectivement des investissements qui vont être menés pour réduire de nouveau cette dépendance. En tout cas, avant conflit, donc avant fin février, les visions avaient déjà commencé à être ajustées. Et ça, vous avez peut-être dû le voir sur l'Arabie comme sur les Émirats avec des annonces expliquant que certains projets allaient peut-être être réduits, d'autres projets allaient peut-être plus avoir un focus. En tout cas, on voit par exemple que des fonds d'investissement qui sont relativement importants, sur Abu Dhabi par exemple, ici on a le fils du président Mohamed bin Zayed avec Abu Dhabi, qui a restructuré ses fonds souverains. Et puis le fils du président qui en a pris le contrôle. Donc là, on était le 12 janvier. Ça va aussi appuyer sur le slide d'après les visions qu'a le pays, mais qu'a aussi chaque ville, puisque Dubaï a sa vision 2033, et puis Abu Dhabi a également sa vision. Vous savez que les Émirats ont pris leur indépendance en 1971, donc c'est relativement récent, et ils sont déjà en train de parler du centenaire en 2071. Donc il y a quand même des visions qui sont très portées à long terme. Dubaï veut par exemple doubler la capacité de la ville. Vous voyez. Sur l'aérien, le slide d'après, Emirates, qui est plus gros que Paris-Charles de Gaulle ou que Francfort, est déjà un grand hub régional, puisque un tiers de la population peut être atteinte en moins de 4 heures de vol, deux tiers de la population en moins de 8 heures, 90% à portée de vol direct. Donc voilà, donc on s'aperçoit qu'avec les investissements, par exemple, sur l'aéroport de Dubaï, le nouvel aéroport Maktoum, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette dynamique qui est là. L'Arabie Saoudite a exactement la même dynamique, le Qatar a une même dynamique, et puis même à l'intérieur des Émirats, on a Abu Dhabi avec Etihad, on a Emirates avec Dubaï. Donc on voit bien qu'on est au cœur de toute la partie entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et, euh, et pour revenir sur ce point aérien, vous vous rappelez quand on a eu Covid il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, on disait non mais voilà, l'aérien, on va tout revoir. Et puis on s'est aperçu que quelques années après, on avait même dépassé l'avant-Covid. Donc, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et puis sur l'Arabie, on a des visions aussi qui sont revues. Donc là, on est le 12 février, on est avant les conflits, où le ministère de l'investissement saoudien, qui avant avait un rôle important sur Saudi Aramco, et qui avait été
quand Saudi Aramco avait été mis en bourse, avait pris le rôle de ministre de l'investissement. Et bien là, on a l'ancien directeur de la stratégie d'investissement du fonds souverain qui s'appelle le PIF, le Public Investment Fund, qui est devenu donc ministre de l'investissement. Et le fonds d'investissement saoudien a revu, là, il y a quelques jours seulement, des axes prioritaires. Donc ces axes, ils sont importants puisque c'est vraiment ce que euh, l'Arabie saoudite souhaite mettre en place. Donc le tourisme, avec les voyages et les divertissements. Alors, le tourisme, vous allez me dire, mais quel tourisme par rapport à Dubaï? Alors, il faut savoir que Dubaï, aujourd'hui, est très impacté au niveau du tourisme parce qu'effectivement, il y avait plus de vols pour faire venir les gens, il n'y avait plus de transit. Mais la plupart des autres pays du Moyen-Orient ne sont pas du tout sur le même type de tourisme. Et c'est vraiment Dubaï, c'est vraiment Dubaï. Il ne faut pas mélanger avec tout le Moyen-Orient. Et en Arabie Saoudite, on a un tourisme très religieux, puisqu'on a plus de 2 milliards de musulmans dans le monde, et on a un quota de 2 millions de musulmans qui peuvent partir à la Mecque tous les ans. Donc il suffit d'ouvrir un petit peu le quota, de l'augmenter pour avoir un tourisme qui soit relativement important. Et quand on dit tourisme, eh ben, il faut un développement urbain. On a vu avec Neom, avec des, des ajustements qui ont été faits par rapport à certains projets, mais voilà, on est vraiment sur du city development, et puis on est sur tout ce qui est industrie, logistique, les énergies propres pour pouvoir pallier à l'après-pétrole, même si on sait qu'on a encore au moins 80, 100 ans de continuité comme ça au niveau du pétrole, mais il y a quand même un après. Et donc voilà, vous avez ici des axes prioritaires qui ont été revus il y a 2 mois seulement, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. L'Arabie a aussi en plein conflit. Donc là, on est sur une étude qui a été faite par le ministère du Transport au niveau logistique, qui est en plein conflit le 18 mars, revoit sa façon d'approcher le domaine logistique. En disant, voilà, on a le canal de Suez vers l'Égypte et toute la côte qui est vers le canal de Suez, avant d'aller d'un petit peu dans cet étranglement avec le Yémen qui pose problème, c'est de se dire, est-ce que l'Arabie saoudite aura un rôle à jouer au niveau logistique? Et donc, le développement des ports. Et donc, vous voyez ici dans les slides d'après, et qu'aujourd'hui, très souvent, les compagnies de logistique vous expliquent qu'il faut contourner cette zone et passer par le canal de Bonne-Espérance, qui est au sud de l'Afrique du Sud. Et donc, vous voyez qu'en termes de jours, bah, c'est presque, ça double presque, hein, le temps. Et puis le prix, bien sûr, qui va avec. Et donc, l'Arabie Saoudite se dit, donc là, j'ai un copié de l'étude, hein, qui se dit, voilà, les ports qui sont sur la côte vers l'Égypte. Alors le premier, c'est Neom, hein, c'est là où se situe cette nouvelle ville du futur, Neom. C'est de se dire, voilà, est-ce que on pourrait faire du multimodal, à savoir de l'aérien, du camion, du routier ou du ferroviaire. Et ça, c'est une étude qui est menée euh, avec, sur le slide d'après, avec des compagnies euh, internationales comme CMA, CGM. Donc vous voyez que c'est très réactif. C'est des pays qui, en plein conflit, sont à même de revoir leurs feuilles en disant, voilà, on va ajuster. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'Arabie saoudite, c'est aussi une transformation économique majeure dans quelques années, puisque c'est là où on aura l'Expo 2030. Et ça, on a eu l'exposition universelle à Dubaï, ça s'est extrêmement bien passé. Vous savez qu'on a eu FIFA aussi au Qatar, et puis ben, l'Arabie saoudite a en 2030 l'exposition universelle, mais aussi en 2034 va avoir FIFA à organiser. Donc vous voyez que c'est cette économie, elle est tournée sur le futur, sur les années, avec des fonds qui sont quand même importants et qui peuvent aider. Et puis, le slide d'après, euh, tout le côté culturel a quand même été relativement donné à la France, puisque la France, avec Jean-Yves Le Drian, avait le développement de Al Oula, par exemple, mais il y a beaucoup de projets qui ont été amenés au niveau de la culture par la France, donc on a vraiment une belle image.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a une tendance de la régionalisation. On a des entreprises aujourd'hui qui cherchent à créer des hubs au niveau de l'export pour optimiser le time to market, les flux, le côté technique. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont vraiment importantes. Ce qu'on a vu en tout cas, nous, en local, c'est on n'a pas vu un arrêt complet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'en local, la vie, elle a continué. Et ça, on l'a peut-être pas vu aux informations. On a peut-être cru que tout s'était arrêté. Alors oui, effectivement, si vous êtes français, vous habitez en France, vous n'allez pas prendre un vol pour Dubaï, ça c'est clair. Mais en local, les gens qui sont là, eux travaillent, il y a une économie qui est là, on a fait du home office, mais enfin ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a vu en tout cas, c'est que on a vu vraiment une réaction très mesurée en disant, OK, c'est un mauvais passage. Et puis, eh ben, il y a un décalage des activités sur le deuxième semestre. Alors, on pourrait dire, est-ce que ça va vraiment se réaliser? En tout cas, pour le Covid, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une année où le premier semestre a été compliqué, où on a eu des salons, des expos qui étaient mises plutôt sur le deuxième semestre, et puis le deuxième semestre a été très fort. Et du coup, on a eu une année qui était meilleure que l'année d'avant. Donc là-dessus, c'est ce qu'on voit en tout cas et on l'a déjà vécu. Et puis l'autre chose, c'est des secteurs, et là, je pense que Maëlle ou Marie-Catherine tout à l'heure pourront peut-être en dire aussi là-dessus, mais on a des marchés sur lesquels on a vraiment des intérêts. Je pense par exemple à la défense, à l'aéronautique, au transport, à tout ce qui est lié à la sécurité, à l'agriculture, à l'agroalimentaire. Enfin, vous voyez bien, dans toutes ces dynamiques dont je vous ai parlé, on a des cartes à jouer. Et puis, il y a la question du marché iranien. Est-ce qu'on aura des ouvertures ou pas? Donc ça, c'est vraiment une question, mais le marché iranien peut être une belle bouffée d'oxygène aussi pour la région. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que vous avez vu à la télévision, le marché local a continué. Et vous avez ici, par exemple, des projets qui ont été donnés, par exemple, sur l'extension du Maktoum Airport en pleine crise, hein. Donc là, on est le 30 mars, la guerre est loin d'être terminée. Et on a ça. On a par exemple Keolis, donc vous savez, SNCF, qui qui a une JV avec Etihad Rail. Et on a la partie rail qui est là aussi où on a une communication là-dessus. On sait exactement les stations, on sait où elles vont se placer. On a le slide d'après, Total Energy, qui signe un contrat presque pour 1 milliard dans le pétrole. Et là, on est le 30 mars. Voilà, je vous ai donné ici quelques exemples. La chose aussi qu'on a vue, qui est nouvelle, c'est que le gouvernement émirien a décidé de donner un support aux sociétés locales. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On l'a vu en France, hein, quand on a eu Covid, le gouvernement est venu supporter les entreprises. On ne l'avait pas, ça, à Dubaï aujourd'hui, ou à Abu Dhabi, ou aux Émirats en tout cas. Aujourd'hui, on le voit. Donc, en tout cas, à Dubaï, on a un plan qui a été mis en place pour alléger certaines charges ou étendre certains délais, puisqu'on a, en tout cas pour Dubaï, le secteur du tourisme et de l'hospitality qui a été très touché. Là-dessus, il n'y a pas il y a pas de question. Ce qu'on a vu en Arabie, le slide d'après, c'est qu'il y a des contrats aussi qui ont été donnés sur des projets de construction, que ce soit dans le sport, dans la santé, dans l'énergie. Donc là, vous voyez aussi des contrats. J'en ai pris un suivant. J'ai fait récemment un webinaire sur l'activité sport. Vous voyez, le 21 avril, le slide d'après, l'Arabie Saoudite qui veut développer carrément un city concept de ville de sport sur Dammam. La prévision du FMI, elle est importante aussi à revoir. On a le FMI aujourd'hui qui nous dit, voilà,
les Émirats, on avait prévu 5% de croissance à peu près, on sera à 3. L'Arabie, on était à 4,5, on sera à 3. Vous voyez, il y a des économies qui sont peut-être plus touchées, comme par exemple, je prends le Qatar, qui a l'air d'être plus impacté parce qu'effectivement, il y a pas de frontières, c'est vraiment le détroit d'Ormuz, donc peut-être plus impacté, même s'il n'y a pas beaucoup de pétrole et plus de gaz. Donc voilà, mais vous avez ici une étude faite par le FMI qui date d'il y a quelques jours. A contrario, si on regarde au niveau Europe, on a aussi un impact alors qui est léger, mais vous voyez qu'au niveau des dynamismes des économies, si on parle de la France, on est à 0,8 peut-être. On est loin d'un 3. On aimerait bien être un 3 ou un 4. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on voit bien que la croissance, euh, elle va de toute façon, quoi qu'il arrive, continuer sur cet axe-là du Moyen-Orient. Donc ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a une stabilisation. On a des économies qui sont résilientes et elles l'ont démontré quand il y a eu Covid. Et puis, ce qu'on voit, c'est un renforcement régional des Émirats, mais aussi une dynamique Arabie Saoudite et éventuellement un placement de ce pays sur la carte. Euh, Nous, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des sociétés qui sont venues, des clients qui sont venus et qui se posent des questions sur un intérêt ou qui ont une problématique ou comment gérer. J'aurais tendance à dire que comme quand on a eu la crise sanitaire, on a fait beaucoup de choses à distance en fait, puisque nous on avait les équipes qui étaient sur place. Donc on a pu aussi aider parfois des sociétés, leurs ressortissants, leurs employés. On a pu continuer à identifier aussi des contrats qui étaient en place mais qui ne pouvaient pas se mettre parce qu'il y avait une distance. Voilà, en fait, en tant qu'acteur local, ce qui est sûr, c'est que notre présence rassure et nous permet d'aller sur ce côté très terrain, très opérationnel. Donc, on a pas mal de cas et je vous invite à poser vos questions sur le groupe et puis de voir effectivement dans quelle mesure on peut vous appuyer, on peut vous aider. Voilà, de mon côté, j'ai terminé ma session et donc je laisse la place à Maël. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire concernant l'avenir et les opportunités pour vous, entreprises françaises à l'export dans la région. Donc, en complément de la présentation très détaillée aujourd'hui des dynamiques régionales et de l'importance de conserver cette région dans la feuille de route potentielle de votre développement à l'international, nous souhaitions, et encore un grand merci à vous pour votre présence et également à Globaliance et à TTE pour avoir convié BPI France à ce webinaire. L'objectif était de pouvoir également vous présenter les solutions que BPI France peut aujourd'hui apporter aux entreprises françaises dans le cadre de votre développement dans la région. Alors, peut-être en rapide, puisque j'imagine qu'un certain nombre parmi vous sont déjà en lien avec nos équipes à la fois en France et à l'international, mais comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, aujourd'hui, BPI France, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes la banque publique d'investissement avec comme objectif de pouvoir vous accompagner en France et à l'international avec aujourd'hui différents outils à la fois de financement, de garantie, d'accompagnement et d'investissement et de conseil permettant de pouvoir structurer au mieux votre stratégie de croissance et de développement. Donc, nous avons le plaisir de pouvoir faire partie également de la Team France Export et donc d'opérer avec l'ensemble de ces acteurs qui, sur le volet de l'international, sont en mesure de pouvoir vous apporter les clés de lecture
pour comprendre un marché, dérisquer également votre lecture des opportunités, identifier des partenaires fiables avec lesquels vous serez en mesure de pouvoir structurer votre plan de développement et également de vous mettre en relation avec un réseau d'affaires en local qualifié qui sera à même de pouvoir accélérer votre implantation et potentiellement contractualisation avec certains partenaires. Du côté de BPI France, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, nous avons aujourd'hui une mission vraiment dédiée à l'export pour les entreprises françaises sur l'ensemble des filières, que cela soit l'industrie, l'énergie, la tech, la santé et autres, avec un continuum qui vise à pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins en fonction des stades de développement à l'international auxquels vous faites face. Comme vous pouvez le voir sur la prochaine slide, nous avons résumé les principaux dispositifs existants qui sont nombreux aujourd'hui et qui visent à répondre à vos besoins et à vos projets sans être trop exhaustifs et nous restons évidemment à votre disposition pour répondre ensuite à vos questions. Nous avons aujourd'hui des dispositifs qui viennent adresser à la fois la phase de prospection que vous souhaiteriez initier sur les marchés de la région, avec à la fois le Diag Business International qui vise à pouvoir poser un premier diagnostic du potentiel de différents marchés que vous seriez amené à cibler par rapport à votre offre, par rapport aussi à votre capacité de projection. Et ce diagnostic peut être ensuite complété par le dispositif d'assurance prospection qui vise à pouvoir vous octroyer une avance remboursable afin de répondre en partie à l'ensemble des dépenses que vous seriez amené à réaliser sur des pays et marchés prioritaires où vous souhaiteriez aujourd'hui accélérer votre prospection, incluant la participation à des événements, la participation à des délégations, la mobilisation aussi d'experts conseils locaux sur place et d'autres acteurs de la Team France Export. Bref, vous donnez, on va dire, un coussin de sécurité financier pour mener au mieux cette démarche de prospection. Et puis arrive ensuite toute la phase de confirmation d'un marché qui nécessite potentiellement des besoins en financement complémentaires, notamment dans l'éventualité de l'ouverture d'une implantation sur place, de la mise en place d'une JV ou d'un partenariat avec une entreprise locale. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes également en capacité de pouvoir venir vous apporter du financement complémentaire par le biais du prêt croissance internationale jusqu'à 5 millions d'euros pour venir abonder et appuyer votre développement sur le marché que vous aurez confirmé après la phase de prospection. Et puis enfin, des dispositifs qui viennent là adresser plutôt la contractualisation éventuelle avec vos clients sur place. Le premier qui est le crédit export, qui vise à apporter une solution de financement à votre acheteur afin de faire en sorte de sécuriser au mieux le paiement de votre prestation ou de votre partenariat avec un acheteur local. Tout l'objectif de ce crédit export est de pouvoir offrir une solution de trésorerie à votre acheteur qui sera en capacité ensuite d'acquérir vos équipements, votre expertise en ingénierie ou autre pour un projet et un contrat spécifique. Et en miroir de cela, nous avons également des solutions de garantie avec BPI France Assurance Export qui visent aujourd'hui à pouvoir couvrir l'ensemble des risques éventuels que vous pouvez rencontrer dans la vie d'un contrat à l'exportation, que cela soit l'interruption d'un contrat, le risque ou le délai de paiement éventuel, ainsi que d'autres risques que vous pourriez être amené à rencontrer, soit dans la phase de négociation, d'où notamment la mention de l'assurance change, mais aussi le risque éventuellement politique dans l'éventualité d'un projet d'investissement que vous seriez amené à réaliser dans votre JV ou dans votre
dans votre implantation locale qui pourraient être couverts également par l'assurance investissement que vous pouvez voir à l'écran. Donc l'ensemble de ces dispositifs aujourd'hui vise vraiment à pouvoir vous apporter de manière très personnalisée des supports et une aide qui viendra vous conforter dans votre démarche à l'export. Sur les pays et les marchés du Golfe, aujourd'hui, ces dispositifs sont pleinement ouverts et accessibles pour vos projets, en dépit de la situation régionale actuelle, et peuvent vraiment venir, j'ai envie de vous dire, renforcer davantage votre offre de valeur vis-à-vis de vos clients sur la zone, avec ce filet de sécurité qui vous permet de pouvoir poursuivre des discussions potentiellement initiées depuis plusieurs mois ou confirmer auprès de vos clients votre intention d'avancer en dépit des aléas régionaux. Donc, n'hésitez pas en tout cas à rentrer en contact avec nos équipes qui sont à Dubaï et sur la région et qui sont en capacité de pouvoir répondre à vos premières préoccupations. Nous avons également un réseau de chargés d'affaires internationaux répartis dans 50 bureaux en France et qui seront en capacité également de pouvoir répondre à vos besoins et à vos interrogations et potentiellement ensuite d'instruire vos demandes pour tel ou tel dispositif. Et de manière plus globale, vous dire que aujourd'hui, la région, et puis ma collègue Marie-Catherine prendra le relais, mais la région pour BPI France est évidemment une région stratégique, une région clé. Cela a déjà été évoqué, mais c'est une région extrêmement dynamique, avec à la fois des grands projets structurants, mais également un réseau d'entreprises dans le secteur privé qui aujourd'hui, en dépit de la situation, souhaitent collaborer davantage avec des entreprises qui sont en capacité de leur apporter une réelle valeur ajoutée, et notamment une valeur ajoutée à forte dimension technologique. Et donc, vous avez, je pense, toute votre place pour pouvoir accélérer votre développement dans la région. Et nos équipes, en tout cas, restent pleinement mobilisées pour vous accompagner aux côtés de nos partenaires de la Team France Export et de Global Alliance. Merci Maëlle pour cette intervention. Je passe tout de suite la parole à Marie-Catherine Mollet. Merci Marie-Catherine, c'est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe Global Alliance pour cette invitation à participer à ce webinaire. Donc très rapidement, moi ça fait 6 ans que je travaille chez BPI France avec 2 ans et demi passés à Dubaï dans la direction de l'export et plus récemment, je travaille donc, si on passe sur la slide suivante, dans l'équipe qui s'appelle Euroquity, basée en Arabie Saoudite, et donc pour contribuer au développement de cette plateforme digitale dans le Golfe. Donc l'idée, c'est que je vais vous présenter rapidement la plateforme digitale et les services qui y sont associés, et puis vous expliquer un petit peu ce qu'on a commencé à faire dans la région du Golfe depuis 2026. Donc, alors peut-être sur la slide précédente, toujours, merci beaucoup. Euroquity, c'est une plateforme digitale qui a été lancée par BPI France en 2008 avec le soutien de la Commission européenne et qui est en fait un service de mise en relation à l'origine très ciblé start-up investisseurs et puis comme on le verra après, qui s'est beaucoup développé par la suite. Donc, c'est une plateforme digitale. Je dis souvent que c'est un mélange entre LinkedIn et Crunchbase pour ceux qui connaissent un petit peu ces plateformes d'investissement, dans le sens où c'est une plateforme où l'on peut contacter des investisseurs, des entreprises et faire vraiment cette rencontre entre les sociétés qui lèvent des fonds et les investisseurs, qu'ils soient des family office, des fonds d'investissement en venture capital. On a aussi commencé à avoir de plus en plus de fonds d'investissement en capital développement et on travaille de plus en plus avec des PME, donc on n'est plus uniquement spécialisé sur des startups, mais on commence vraiment à élargir le scope.
Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment de connecter ces acteurs-là. Et c'est un service qui est également piloté par une équipe de 25 personnes à Paris, qui anime en fait au jour le jour les différentes communautés qu'on peut avoir sur cette plateforme. Donc les communautés, comme on peut le voir sur la slide suivante, sont en fait des espaces sectoriels, géographiques, qui permettent de rassembler des entreprises et des investisseurs dans un même secteur ou dans une même région. Et donc, nous avons aujourd'hui sur la plateforme 24 000 entreprises, plus de 24 000 entreprises, plus de 1500 investisseurs et puis des agences de soutien à l'innovation et au business que peuvent être des accélérateurs, des incubateurs, voilà, ce type de structure. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, depuis 2026, de connecter les écosystèmes qu'on a pu mettre en place en Europe et beaucoup en Afrique, qui sont les deux régions sur lesquelles on est le plus présent aujourd'hui, avec des écosystèmes du Golfe qu'on a commencé à développer plus récemment. Et donc, peut-être sur la slide suivante, vous montrer un petit peu les acteurs qu'on a jusqu'à présent sur la plateforme. Donc, comme je vous l'ai dit, on a évolué beaucoup depuis 2008. On accompagnait principalement des startups. Aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de PME. On a de plus en plus de fonds de capital développement sur la plateforme. Je pense notamment à Afrique Invest, qui est un petit peu un usual suspect, en tout cas sur le continent africain par exemple. Et donc, dans la région du Golfe, on a par exemple Atypical Ventures, qui est un gros fonds de capital risque au Qatar, Prosperity Seven, qui est un fonds rattaché à Aramco en Arabie Saoudite, et puis d'autres fonds très régionaux comme Global Ventures ou Antler. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter des écosystèmes du Golfe avec des entreprises européennes, françaises, polonaises, autres, et puis africaines. On a aussi un petit peu on a quelques fonds et entreprises en Amérique du Nord également. Et on a, pour vous donner un exemple, on a réalisé un projet pilote avec BDC, donc la Banque de développement canadienne, pour accompagner une douzaine de PME de leur portefeuille en Europe, donc sur du market entry et puis de la levée de fonds. Donc voilà, on étend les scopes géographiques, on étend les stades de maturité d'entreprise qu'on peut accompagner. Et voilà, donc il y a une vraie entrée il y a une vraie maturité qui se fait sur le secteur du venture capital et de l'investissement, de la levée de fonds dans le Golfe. Et on pense que ça va continuer malgré l'instabilité qu'il peut y avoir en ce moment, notamment parce qu'il y a un vrai besoin d'asseoir une certaine souveraineté technologique, comme l'a très bien dit Jean-Pierre en début comme l'ont très bien dit d'ailleurs Jean-Pierre et Maël. Il n'y a pas vraiment d'homogénéité, hein. Chaque pays a vraiment son approche et sa stratégie de déploiement, d'investissement. Et effectivement, toutes les entreprises qui ont une composante tech sont vraiment bienvenus dans la région. Il y a des vraies logiques d'implantation qui sont mises en place avec des incentives pour implanter des usines, implanter des capacités technologiques sur place. Donc voilà, tout est mis en œuvre en fait pour pouvoir attirer et conserver en local des entreprises qui voudraient s'y développer sur le volet export, mais aussi sur le volet implantation. Et donc avec des subventions et puis un accompagnement financier, des fonds qui sont alloués. Voilà, donc voilà ce qu'on peut vous dire. Alors sur la slide suivante, il me semble qu'on a voilà, l'équipe qui est précisée, donc au même titre que l'équipe export. N'hésitez pas si vous avez des sujets de levée de fonds, des sujets d'implantation. On a une équipe qui est vraiment présente. Alors la majorité est à Paris. On a une personne qui est à Bruxelles, une personne à Madagascar et donc moi qui suis basée en Arabie Saoudite voilà, pour tout ce qui va être sujet de levée de fonds, d'implantation. Voilà, je ne sais pas si mes collègues Maël et Jean-Pierre avaient d'autres points à ajouter ou si on passe directement aux questions.
Merci Marie-Catherine, merci pour ces informations passionnantes auxquelles on n'est pas voilà, toujours au courant. Merci à vous tous. Alors, vous pouvez effectivement poser vos questions dans le chat. Elles ne sont pas en fait, il n'y a que nous qui pouvons les voir. Et donc, je vais avoir une question qui est peut-on réellement se développer commercialement à distance dans la région où une présence locale reste-t-elle indispensable? Peut-être, Jean-Pierre, si tu veux rallumer ta vidéo et répondre à cette question. On n'est pas obligé d'avoir une présence locale. On peut très bien se développer commercialement à distance. J'ai un très bon exemple, d'ailleurs, je peux en parler. Poma, on a fêté leurs 90 ans à Grenoble. Là, j'étais à Grenoble la semaine dernière. Ils avaient fait la piste de ski de Dubaï. Il y a eu un appel d'offres pour la livraison des 48 capsules de la Grande Route Dubaï. C'était à distance. On les a aidés pendant 5 mois à structurer le marché, à comprendre, à voir où assembler cette capsule ensuite une fois qu'elle est sur place, trouver un logisticien, enfin bon voilà, un partenaire. Ça a vraiment été voilà, combien coûte un ouvrier, combien coûte voilà, vraiment aller dans le détail, et puis ils l'ont gagné, cet appel d'offres. Hein. Et ensuite, ils ont fait une implantation locale parce elle était obligatoire. Et puis aujourd'hui, ils sont sur l'Arabie Saoudite et on les accompagne sur l'Arabie Saoudite. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir tout à fait une maturité dans le développement de son projet. Et puis là, je parle d'un groupe qui est quand même assez conséquent, mais on travaille aussi avec des sociétés beaucoup plus petites. Mais je crois que ce qui est important, peut-être Maëlle et puis Marie-Catherine l'ont dit aussi, c'est ce côté, on a la chance d'avoir BPI. Il faut être clair, on a la chance d'avoir BPI qui est ici pour soutenir l'industrie française, pour soutenir les entreprises françaises et pour aller, comme Nicolas Dufourcq le dit, hein, faut se montrer, il faut aller ailleurs, et voilà, faut avoir cette envie. Et je crois qu'elle est importante, cette diversification économique pour les entreprises françaises sur l'export. Ce levier, il est important. Donc BPI est là, il y a un filet. Et donc, il faut l'utiliser. Et pour ça, bah, il faut prendre le temps de bien comprendre ce qui est important pour la boîte, pour l'entreprise, et puis est-ce que je fais un service export externalisé et je vais vers des sociétés locales comme la nôtre pour dynamiser le commercial, ou est-ce que je passe directement à du portage salarial, c'est-à-dire mettre quelqu'un en local, faire un recrutement et puis donner la possibilité à la société d'aller dans nos bureaux et puis lui donner un visa et puis qu'elle travaille, ou aller sur directement une implantation. Merci Jean-Pierre. Est-ce que Maëlle ou Marie-Catherine, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre? Alors moi, je rajouterais peut-être un petit complément, c'est qu'effectivement, on peut faire du développement à distance. Néanmoins, c'est quand même important, je pense, de se rendre sur place de temps en temps. Ce sont quand même, et je vais parler notamment pour l'Arabie Saoudite, puisque c'est le marché sur lequel je travaille le plus en ce moment, mais je pense que ça vaut également pour le Qatar et puis certains autres pays de la région. C'est quand même des cultures où beaucoup de business se fait en dehors des réunions. Donc, c'est quand même important, je pense, de se rendre sur place pour aussi bien comprendre l'écosystème. Ce sont des pays dans lesquels il y a beaucoup Bon, alors, l'État a une place très prégnante, hein. Il y a un secteur privé qui est développé, bien sûr, mais il ne faut pas sous-estimer le rôle des agences étatiques dans chacun des pays. Et parfois, il y a aussi par exemple, des sous-secteurs de ministères ou des agences dont les activités vont se télescoper. Et c'est important pour savoir à qui s'adresser, je pense, de bien comprendre, voilà, en local, qui fait quoi, qui donne les subventions, qui va donner plutôt d'autres formes de soutien. Donc voilà, et puis encore une fois, c'est quand même des cultures où le contact humain est très présent. Je fais un parallèle rapide, mais par exemple en Amérique du Nord, on va beaucoup passer par Teams, il y a beaucoup de business qui va passer par de la visio. En Arabie, au Qatar, aux Émirats, il y a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de plus de présentiel, je trouve. Je trouve que le contact humain, en tout cas, reste assez prégnant. Je ne sais pas si Maëlle, tu es d'accord avec ce constat.
Si, complètement. Et peut-être pour abonder dans ce sens et en complément, de nouveau dire que, en tout cas, ce qui est vraiment important, je pense, c'est à la fois d'être en capacité de évidemment bien qualifier votre intérêt sur ces marchés et de faire en sorte, comme l'évoquaient à la fois Jean-Pierre et Marie-Catherine, mais d'user des différents leviers qui sont disponibles pour éventuellement initier déjà une première prospection à distance et ensuite, comme l'évoquait aussi Marie-Catherine, réaliser quelques allers-retours parce que malgré tout, une présence en local est importante à un moment donné et des acteurs comme TTE Golf et Global Alliance peuvent apporter ensuite cet appui et cette expertise pour faire en sorte de vous gagner le maximum de temps aussi dans le déploiement de votre présence en local. Donc ça, c'est vraiment une première partie. Mais la deuxième partie qui est tout aussi clé est réellement de aussi qualifier vos besoins en financement pour vous assurer aussi que vous avez concrètement les reins assez solides pour adresser une région et des marchés qui s'inscrivent dans le temps long et qui vont nécessiter un appui, un besoin important en trésorerie sur la partie développement pour réaliser ces allers-retours, participer à des événements, vous constituer un réseau, potentiellement assurer une représentation en local sur différents marchés, les Émirats, l'Arabie Saoudite et d'autres, ce qui évidemment implique un coût. Et donc, il est vraiment clé de bien réaliser ce travail-là aussi pour ensuite potentiellement venir solliciter BPI France sur des solutions de diagnostic, de prêt, d'assurance prospection pour bien quantifier votre besoin et faire en sorte que vous ayez ensuite tous les outils et toute l'énergie et tout le fuel nécessaire pour actionner de manière assez efficace votre démarche de prospection, sachant que nous sommes aussi dans un écosystème où vous pouvez être amené à être sollicité à la dernière minute et donc il faut être extrêmement réactif, extrêmement flexible, extrêmement agile pour être présent au bon moment aussi pour assurer la suite. Merci Maëlle. On a une nouvelle question qui est dans le chat. Est-ce que le changement climatique et ses conséquences ne vont pas freiner le développement économique de cette région? Alors, qui se sent de répondre à cette nouvelle question? Alors, moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans les projets que l'on adresse, et je ne l'ai pas mentionné, mais aujourd'hui, nous avons en termes d'encours pour à peu près 40 milliards d'euros de contrats sur la région, avec évidemment un fort axe à la fois Émirats arabes unis et Arabie saoudite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une composante qui est clé dans l'ensemble des grands projets structurants que l'on est amené à adresser, que cela soit sur de l'infra, que cela soit sur aussi toute la dimension transport, industrie. C'est vraiment un des axes sur lesquels aujourd'hui l'ensemble des donneurs d'ordre insistent lorsqu'ils sont amenés à aller chercher de l'expertise à l'étranger et également du financement à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, en tout cas pour des acteurs comme BPI France, mais c'est le cas pour aussi un certain nombre d'acteurs financiers, la composante climatique permet aussi de pouvoir bonifier éventuellement le financement que l'on peut être amené à apporter à la fois au bénéfice de l'acheteur, mais aussi de l'exportateur. Donc, en tout cas, je ne saurais pas forcément vous répondre sur l'impact en soi sur les prochaines années, mais c'est une composante qui est réellement dans les logiciels aujourd'hui des grands donneurs d'ordre et des acteurs et décideurs financiers de la région. Et peut-être je vais compléter très rapidement d'un point de vue en tout cas tech et sur ce qui va concerner les sociétés à composantes technologiques. La climate tech, c'est vraiment dans les verticales prioritaires de la plupart des acteurs, des financeurs locaux. Voilà, donc je pense notamment à des acteurs comme le Qatar Science and Technopark, Hub 71 aux Émirats, ont tous dans leur verticale prioritaire la climate tech. Donc voilà, c'est quand même. Il y a des financements qui sont fléchés spécifiquement vers cette verticale.
Merci Marie-Catherine. On est encore dans le timing, donc on peut accueillir une ou deux nouvelles questions. Nous en avons une donc, qui a été posée. Les échanges sont de manière privilégiée en dollars ou l'euro est-il maintenant prépondérant? Jean-Pierre, si tu... Oui, alors on reste toujours en dollars, bien sûr, sur la zone, enfin les Émirats, en tout cas, par exemple, le dirham est indexé au dollar à parité fixe et on a un euro qui fluctue. D'où l'importance d'avoir des couvertures sur les taux de change, d'avoir des couvertures avec des partenaires bancaires. Donc là, je pense à tous nos partenaires bancaires, nous qu'on utilise en France et quelques-uns ici sont présents, un rôle important. Donc on a quand même un risque au niveau du taux de change, hein. Donc voilà, nous on aimerait bien être en euros, enfin en tout cas pour les entreprises françaises, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent en dollars, en local. Je ne sais pas si Marie-Catherine ou Maëlle, vous voulez rajouter? Non, non, c'est un marché qui est en effet majoritairement dollarisé. Il peut y avoir des opérations en euros, mais ça dépend aussi vraiment de la logique de diversification des donneurs d'ordre ou des États en fonction. Mais en tout cas, nous, concernant nos dispositifs, hormis le financement, aujourd'hui, nous sommes tout à fait en mesure de pouvoir apporter de la couverture sur du dollar. Et nous avons aussi un dispositif dédié d'assurance change pour venir aussi éventuellement stabiliser ou geler éventuellement comment dire, le taux lors de vos négociations pour éviter que éventuellement vous soyez amené à être pénalisé si pour X ou Y raison il y aurait un impact post-négociation et contractualisation. Très bien, merci, merci Maëlle. Nous avons une question encore qui nous est posée sur, pouvez-vous nous en dire plus sur la place de la Chine dans la région Moyen-Orient? Avec Trump au pouvoir, y a-t-il une possibilité de rapprochement avec la Chine et quels effets cela pourrait produire? Jean-Pierre? Les acteurs chinois sont très présents en local, hein. On a une concurrence vraiment très internationale. Donc, bien sûr, les sociétés françaises vont se retrouver avec des sociétés européennes, avec des sociétés américaines, mais aussi avec des concurrents asiatiques, et dont chinois. Et souvent aussi, ils viennent avec une force de frappe au niveau financement. Donc, effectivement, ça peut parfois un petit peu complexer. Donc voilà, mais je pense quand même que les projets, en tout cas, qui sont mis en évidence dans les pays, il y a quand même une bonne dynamique au niveau européen et au niveau français, en tout cas. Je pense on est bien placé en termes d'innovation, en termes de... Voilà, on rassure beaucoup aussi, faut être clair. Je pense qu'au niveau français, on rassure, on a une bonne image, donc faut travailler là-dessus. Donc, il y a une problématique concurrentielle avec le prix, hein, qui est là, ça c'est clair. Et je crois que ce qui est important, c'est de travailler, de travailler à essayer d'optimiser son projet aussi. C'est-à-dire que avoir une optimisation au niveau logistique, avoir une optimisation financière, avoir une optimisation en termes de production. Donc voilà, ce qu'on voit aussi, c'est du local content. Je pense, je vous donne un exemple d'une société stéphanoise qu'on a aidée. Elle était fournisseur de Saudi Aramco. Elle a décidé de faire une implantation à Dammam. Au début, c'était simplement de la location d'emplacement. Ils n'ont pas réussi à trouver. On leur a trouvé 4 terrains possibles à acheter. Ils en ont acheté un, ils ont fait une usine et ils ont mis du local content. Et ça, je pense que c'est une clé aussi qui est assez intéressante en termes d'industrialisation. C'est de pouvoir parfois mettre du local content qui peut aider à devenir un acteur local. Et là, on arrive avec une expertise française, avec du local content. Et là, je pense qu'on peut faire la différence sur le marché aussi. En tout cas, c'est des choses qui sont très appréciées. Merci Jean-Pierre. Marie-Christine, Maëlle, vous voulez rajouter quelque chose suite à cette question? Non? Allez, pour conclure, une dernière question qui est donc de savoir si, alors vous avez déjà pas mal répondu à ça, mais les entreprises doivent-elles ralentir ou accélérer leurs projets dans la région, in fine?
On a déjà des éléments de réponse. Jean-Pierre, si tu veux conclure sur le sujet. Ralentir, sûrement pas. Accélérer, oui. Je pense qu'on le voit et moi, je suis très content d'avoir ce webinaire avec Marie-Catherine et avec Maëlle et avoir BPI aussi avec nous. Et Maëlle l'a bien dit, hein. On continue, on est à fond sur le Moyen-Orient, on y va, structurez-vous et on est prêt à vous accompagner. Le local, ce qui se passe en local, il faut voir que ça ne s'arrête pas. Ok. Vous avez peut-être l'impression quand vous regardez la télévision que tout s'arrête et tout, mais c'est loin d'être en stand-by. Au contraire, c'est très dynamique. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être là. C'est dans ces moments où parfois les choses peuvent être un petit peu compliquées que d'habitude qu'il faut être là. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de prendre un avion et puis d'aller à Dubaï, mais vous avez vu qu'il y a des choses qui peuvent se faire à distance avant de faire une implantation et tout. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut se structurer, il faut réfléchir, il faut être au cœur de ce qui se passe. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Donc, moi, j'ai tendance à dire, continuez, quoi. Allez-y, accélérez. Faut pas s'arrêter. Et pour être dans la zone depuis 30 ans, tous les 4-5 ans, on a un petit souci. La guerre en Irak, la crise mondiale, le printemps arabe, le Covid. On a toujours eu, tous les 4-5 ans, on a des choses qui se passent et qui sont là. Et ça n'empêche pas la région de continuer à monter. Donc voilà, il faut y aller. Il faut s'organiser aussi pour tous les salons qui ont été poussés sur la fin du deuxième semestre. Donc voilà, moi, mon mot, ce serait de dire accélérer. Maëlle, Marie-Catherine, je vous laisse commenter si vous voulez. Non, peut-être juste vraiment en deux mots, mais dire qu'aujourd'hui, il faut évidemment continuer à accélérer, ne pas mettre en pause, en tout cas, tous les projets que vous auriez initiés, assurer toujours un lien, une communication avec vos prospects, vos contacts sur place, parce que l'humain compte aussi beaucoup, d'autant plus dans ce type de période. Et ensuite, avoir toujours en tête un élément important qui est la compétitivité aussi de votre offre. C'est une région qui est extrêmement attractive et qui va continuer à l'être avec de nouveaux enjeux, de nouvelles priorités dans les prochains mois, évidemment. Et c'est une région qui aujourd'hui attire de nombreux acteurs, mais où vous avez toute votre place pour déployer votre stratégie et proposer vos solutions en faisant en sorte d'avoir une combinaison intelligente du conseil qui peut vous être proposé, des solutions de financement et de votre expertise et d'un point de vue commercial et produit. Merci Maëlle. Je crois que nous arrivons à la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, notre objectif est de vous montrer l'importance pour vous, entreprises, d'être accompagné par des expertises locales, par vos partenaires aussi, comme BPI France, et que vous puissiez être accompagné dans de bonnes conditions, de manière pérenne, sur toutes ces zones du monde et au cœur, en tout cas, de l'actualité avec le Moyen-Orient aujourd'hui. Donc, il me reste à remercier Marie-Catherine, Maëlle, merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Jean-Pierre de t'être aussi rendu disponible, bien évidemment. Et je vous informe de notre prochain webinaire qui aura lieu donc le 28 mai à 10 h et qui sera consacré cette fois au Japon. Et donc de comprendre que là aussi, c'est une zone à opportunité. En tout cas, merci à vous, très bonne journée et à la prochaine fois. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.